Bonsoir, bienvenue. On est ici à InfoJeunes Pays de la Loire dans les locaux nantais. Je suis accompagnée de quelques personnes pour une table ronde au sujet des tabous dans l'éducation sexuelle en famille. Je vais faire un petit tour de présentation. Est-ce que tu veux commencer à te présenter? Oui, je suis donc Thibaut, étudiant à Innov Campus en dernière année de master en direction artistique. Alors moi je suis Nati Andrès et je suis retraitée. Et moi je suis Alban, je travaille au sein de l'entreprise Louvre-Boîte au service compta et je suis donc avec ma maman. Et donc ça c'est pour le pays nantais et en Argentine. Nous sommes accompagnés aussi d'une professionnelle de santé. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Clémence. Je suis formatrice en éducation sexuelle après avoir fait un master et une formation sur le genre à l'université Rennes 2 il y a 2 ans. Cette soirée, elle a lieu parce que c'est un projet d'étudiants qui mêle à la fois et un projet d'étudiants d'Innov qui a pour objectif de démystifier les tabous concernant le rapport au corps et à la sexualité, et un média qui s'appelle Welfare qui consiste à venir en aide aux personnes dans le besoin via le format d'interview. Merci aux étudiants de Taboos et de Welfare d'être présents avec nous et d'organiser ce petit temps. De mon côté, je ne suis pas présentatrice télé, mais informatrice et animatrice jeunesse. Je vous propose de commencer. Pour le cadre, en tout cas, de cette table ronde, l'idée c'est d'être dans l'échange, dans la bienveillance. Et l'idée c'est pas de faire peur, mais d'échanger ensemble. Pour la première question, l'idée c'est de savoir comment aborder le sujet de l'éducation sexuelle en famille alors que le tabou est encore très présent. Là, j'aimerais avoir la vision de un peu parent-enfant et de savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez, comment vous abordez le sujet. Alors nous, dans notre famille, il n'y avait pas vraiment de tabou, enfin surtout avec ma mère en fait, puisque c'est même elle qui a un petit peu amené le sujet. Et j'ai trouvé ça plutôt essentiel et ce qui m'a rassurée en fait. Et important, donc c'est vrai que d'avoir un tabou qui, comme c'est précisé dans la question, qui peut être présent, je trouve ça démarre mal en fait, dans la mesure où l'enfant, parce qu'on est encore enfant, faut pas se leurrer, quand on parle de sexualité, c'est des tout petits. Et si déjà on peut pas en parler de son corps, parce qu'il y a la notion de corps en fait dans la sexualité, ça peut être très compliqué et même par son rapport à l'autre, à soi, et plus on grandit, il y en a comme ça qui ont des complexes, qui ne savent pas après comment aborder l'autre, et du coup qui va avoir peut-être des mauvaises références, on en reviendra peut-être après, mais donc c'est vrai que nous, au sein de la famille, ça a été très cool en fait comme sujet, et dès le début, que ce soit toute petite comme après au fur et à mesure qu'on a grandi. Je ne suis pas de la même génération que vous, bien sûr, parce que je suis retraitée. Et à l'époque, lorsque je suis arrivée en 6e, c'était la mise en place aussi de l'éducation sexuelle à l'école. Donc, il s'avère que ces cours d'éducation sexuelle, lorsque je revenais à mon domicile, ma mère, me demandait et moi, j'en parlais ouvertement des cours et tout. Et à la limite, elle était contente d'apprendre, et ma sœur aussi, puisqu'elle était plus âgée, mais bon, j'en ai toujours parlé ouvertement. J'ai jamais, comme ma fille dit, pas de tabou, dans le sens où moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup sortir. J'ai été amenée à avoir des rapports sexuels, pas non plus des dizaines, mais bon, c'est pas ce qui importe. Ce qui est important, c'est d'être bien et de comprendre et de faire quand on a réellement envie. Et moi, mes enfants, je voulais qu'elles puissent être dans cette option-là. Donc c'est des filles que vous avez? Oui, j'ai eu 3 filles. Donc moi, à la maison, il n'y avait pas d'heure. Moi, c'était basé sur la confiance. Au départ, on n'en a pas... Comme il y avait une certaine confiance, on n'en a pas vraiment parlé. C'était fait... Naturellement. Naturellement. Tiens, j'ai un copain, est-ce qu'il peut venir à la maison? Pas de souci, sachant qu'au bout d'un certain temps que tu es avec lui, tu présupposes qu'il va y avoir un rapport. Puis lorsqu'elles sont parties en colo, elles étaient beaucoup toujours, plus jeunes. Avant même quand elles sont parties en colo, systématiquement, je mettais
une boîte de capote. Enfin, Oui, mais tu de nous préservatifs. expliquais, bah tiens. Et j'expliquais. Voilà. Alors bien sûr, lorsqu'elle Sans que ce revenait, soit- je n'ai jamais revérifié ce qu'il y avait dedans. Bon, des fois, elle me disait, on s'en est pas servi maman. Je fais, c'est pas grave. Moi, ou même, elle me le disait avant, avant de partir. Moi, je leur ai toujours dit, si ça ne vous sert pas à vous, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Je préfère vous les mettre, et si, pour que, au cas où, On sait jamais. on ne sait jamais, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, mais ça peut servir. Après, il peut y avoir des tabous liés aussi à la culture, à la religion, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus important, du coup, quand au sein de la famille, c'est compliqué d'en parler, d'avoir, que ce soit l'école ou d'autres structures qui peuvent accompagner là-dessus. Parce que autant elle parle qu'à l'école, il y a eu des cours d'éducation. Moi, j'en ai pas eu. À l'époque, Enfin, et heureusement, du coup, que quelques finalement, années plus j'avais tard, ma mère à l'inverse qui en a parlé, qui m'a mis en confiance sur ce sujet, en fait. Ouais. Te concernant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur comment tu as vécu en famille l'éducation sexuelle? J'ai un frère et une sœur, et donc du coup, on est assez rapprochés niveau tranche d'âge. Et donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, notamment physiques, entre mon frère, ma sœur et moi. Et on n'a jamais eu aucun problème à en parler justement avec nos parents. Et très tôt, enfin surtout notre mère, notre père, ça a été un peu plus compliqué. On n'a jamais pu réellement lui en parler. Mais notre mère, elle a toujours répondu à nos questions sans vraiment de détour. Donc niveau réponse aux questions qu'on pouvait se poser, on pouvait se tourner en tout cas vers notre mère. On n'avait aucun problème avec ça. Et toi, tu te sentais à l'aise déjà Je me sentais à l'aise, étant donné qu'on n'a jamais connu de période en tout cas où il y avait un âge, par exemple, à partir duquel on n'a pas le droit d'en parler. Étant donné qu'on a toujours pu en parler plus ou moins en approfondissant les sujets, qui nécessitaient en tout cas des réponses qui étaient un peu plus précises, on a pu du coup les trouver sans détour auprès en tout cas de notre mère. Ok. Et tu te souviens vers quel âge tu as commencé à te questionner sur ces sujets-là et à questionner tes parents? À se poser des questions, ça devait être quand on était à peu près au collège, je pense. D'accord. Ouais. Est-ce que du côté de l'Argentine, tu peux nous apporter des précisions sur toi en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que tu penses du fait d'aborder le sujet de l'éducation sexuelle en famille alors que c'est un tabou qui est encore très présent? Du coup, pour moi, je pense que c'est essentiel parce que de créer ce que je considère une safe place, donc un endroit où tout le monde peut discuter et où l'enfant se sent assez à l'aise pour évoquer des sujets et pas avoir peur de se faire gronder, du jugement de ses parents, car ça lui permettra en fait de créer une relation de confiance totale avec ses parents et du coup d'éviter de chercher des informations ailleurs et pas trouver des informations qui sont forcément pertinentes ou saines. Je pense aussi que c'est important de démocratiser le sujet le plus tôt. C'est pas quand on dit de démocratiser le sujet le plus tôt, c'est pas forcément tout évoquer dès leur plus jeune âge. Mais quand j'ai intervenu dans les collèges, il faut savoir que dès la 6e et dès le CM2, même pour certains, il y a déjà des questions qui se posent, parce qu'ils ont vu telle chose ou ils ont entendu parler de telle chose. Donc, je pense que plus tôt l'enfant comprend qu'il a un endroit où il peut en discuter ou au moins des adultes de confiance avec lesquels il peut évoquer ça, plutôt il saura vers qui se tourner et ça évitera aussi aux parents d'avoir des mauvaises surprises plus tard et à l'enfant d'avoir des réponses à ces questions qui sont souvent très nombreuses à cet âge-là. Voilà. Je me permets de dire que c'est encore une question taboue, notamment parce que selon les chiffres du planning familial, il y a 83% des filles de 3e et de 4e qui ne connaissent pas la fonction du clitoris. Et on est quand même sur des chiffres qui sont assez énormes. Il faut savoir aussi que normalement l'éducation à la sexualité c'est une obligation légale et que évidemment c'est pas du tout fait de la même manière en fonction des établissements et en fonction des enseignants et enseignantes qui sont présents, qui vont être plus ou moins à l'aise avec le sujet aussi. Voilà, c'est juste pour rappeler un peu ces petits chiffres-là. Et je vois aussi dans mes notes que le constat est d'autant plus inquiétant quand on sait que l'école est la première source d'information objective sur la contraception, 86% des jeunes femmes, et que les médias apparaissent en 2e position et seulement 45% par le médecin de sources d'information, en tout cas sur l'éducation sexuelle. Deuxième question va concerner la place de la pornographie dans l'éducation sexuelle des jeunes. L'idée c'est de savoir est-ce que
La pornographie, on considère que ça a toujours un impact sur la violence qui est faite aux femmes. Est-ce qu'on a conscience du réel ou pas des scènes qui peuvent être mises en avant? À quelle distance et quelle prise de recul ont les jeunes sur ces thématiques-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est inspiré, qui veut commencer à répondre à cette question? Je pense qu'aujourd'hui, du fait qu'il y ait pas, que ce soit pas quelque chose qui soit encadré, même s'il y a des choses qui sont mises en place, je pense que beaucoup de jeunes, en tout cas, découvrent leur sexualité au travers de la pornographie. D'autant plus que maintenant, les moyens, en tout cas, de parvenir de consommer de la pornographie sont beaucoup plus faciles, notamment avec l'accès au téléphone. Mais je pense pas, en tout cas d'un point de vue de consommateur aussi de pornographie, que ce soit quelque chose qui soit objectivement bon. Maintenant, j'ai une prise de recul, en tout cas, sur ce que je peux regarder. Et je me dis que mettre, en tout cas, ces choses-là entre les mains des plus jeunes qui n'ont pas forcément une construction, notamment de la femme, qui est complètement fondée, ça peut en tout cas mener à une perception de l'autre qui est complètement erronée, et ça hiérarchise aussi beaucoup les relations qu'on a, en tout cas je trouve, avec les autres. Oui, sachant que pour apporter un complément à ce que tu viens de dire qui est très juste, c'est que la moyenne d'âge du visionnage du premier film porno se situe aux alentours de 13 ans. Oui, donc on est sur du 6e, 5e. Vous, de votre côté, est-ce que c'est un sujet à la maison? Est-ce que... Pas spécialement, mais c'est vrai qu'après, la pornographie, je pense que ça va toujours exister, mais comme il l'a dit si bien, d'autant plus que c'est de plus en plus accessible, mais c'est de prévenir justement, que ce soit les collégiens ou peu importe en fait le public, que c'est pas du réel, c'est filmé, que la femme c'est pas quelqu'un avec des gros seins, clairement le stéréotype quoi. Que y a, et pareil pour soi, ce qu'on disait par rapport à avoir une image erronée de l'autre, mais aussi de soi, c'est-à-dire qu'il y a des garçons qui vont vouloir avoir entre guillemets un appareil génital masculin super grand, non en fait, qui vont complexer en fait par rapport à ça, parce que du coup ça amène d'autres sujets. L'image, je suis complexée, je suis pas comme ci, comme ça, parce que bon, il veut y avoir les magazines, mais effectivement il y a la pornographie filmée et puis sur certaines pratiques qui peuvent être dangereuses aussi. Et c'est là où il faut alerter en disant c'est pas la réalité, c'est des gens, c'est des acteurs, des actrices, et là, c'est là où ça manque aussi, quand on parle d'éducation sexuelle, effectivement on va peut-être parler d'un certain volet, mais on va pas parler justement de la pornographie. Après il y a aussi d'autres sujets comme les genres, comme voilà, tout ce qui peut aller avec. Des fois c'est un peu succinct, c'est en gros voilà, la sexualité, c'est faire l'amour ensemble. Ça peut, voilà, il va y avoir les IST, les infections sexuelles, voilà, les moyens de contraception, etc. Mais on va pas parler de la pornographie, on va pas parler. Et c'est là où il y a un manque, je trouve. Parce que de toute façon, ça existe, donc faut faire avec. Mais maintenant, comment on fait pour accompagner et prévenir, en fait, par rapport à ça? Tu dis qu'il y a un manque parce que toi, tu as ressenti un manque quand tu étais jeune? Déjà, nous, c'est vrai que par la famille, on en parlait, pas forcément de la pornographie, mais éducation sexuelle, moi j'ai pas eu tout ça, après... Tu le disais un peu tout à l'heure. Et du coup la pornographie, non, Puis en plus je trouve que, moi je vais avoir 38 ans là, et c'est d'autant plus, j'ai l'impression que là il y en a pas partout, mais c'est encore plus accessible que moi auparavant, donc je me dis, avant c'était un peu le truc caché, mais... C'est-à-dire qu'avant, d'abord d'une part, c'était on va venir au hardcore, film, en fait. DVD, trucs muches. D'abord, il n'y avait que des enseignes, certaines enseignes qui en vendaient, il y en avait qui étaient vendues sous le menton. Bon, après, il y a eu Canal+, qui faisait ça à une certaine heure de la nuit. Ouais. Mais au niveau de l'accès, c'était beaucoup plus limité. Les gens avaient moins accès. D'abord, d'une part, Canal, tout le monde ne l'avait pas parce que pécuniairement, c'était pas possible non plus. Les cassettes, c'était pareil, il fallait avoir un lecteur. Parce que maintenant, c'est vrai que les jeunes, ils prennent leur téléphone, ils ont tous... En fait, ils ont en accès en libre service. Je ne peux pas dire autrement, c'est un libre service. Moi, je ressens ça comme ça. Le libre service, c'est comme quand on va dans un magasin avec des enfants, on leur dit, non, ça c'est trop cher. Et c'est la même chose. Il faudrait que les parents disent, voilà, tu as un téléphone dans ta main, tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Il est possible qu'en manipulant, parce qu'avec tes petits copains, copines, il ne faut pas se leurrer, ils le voient, de dire, voilà, tu peux être amené à voir des images
Si vraiment tu vois des images comme ça, si tu veux pas m'en parler à moi, tu peux en parler à quelqu'un d'autre, mais surtout, ce ne sont que des images. Dans une vie de couple, ou même que ça soit mari ou femme, ou même autrement, c'est pas ça. Ce n'est que de... C'est comme quand on regarde un film où il y a des morts, des choses comme ça. Ce n'est qu'un film. Il faut l'expliquer aux enfants. C'est pas du... Ça ne peut pas être du réel, parce que même dans le réel, il y a des... Bon, quand on regarde des films comme ça, il y en a certains, on se demande, on se dit, mais comment ils ont fait, comment ils font, hein? Non, mais techniquement parlant. Non, mais c'est vrai. Donc, il est vrai que je pense que le départ, c'est ça, d'expliquer que on peut les voir, mais c'est pas du vrai. Ouais. C'est un film. Et dans le film, c'est comme beaucoup de choses, il y a du bon, il y a du mauvais. Et les femmes ou les hommes qui sont représentés, parce que ça peut être les femmes qui peuvent être en mauvaise position, mais ça peut être des hommes aussi, parce que il y a toutes les cas de figure. C'est pas représentatif de ce qui se passe réellement. Et c'est pas comme ça aussi qu'il faut voir les personnes. Et quand on fait ça, quel que soit le moment, à un moment donné, que ce soit avec quelqu'un avec qui on a une relation longue ou courte ou instantanée, c'est qu'à un moment donné, on a un désir de l'autre, et que ça doit être, quel qu'il soit, ça doit être un beau moment, et non des moments... Et consentis aussi. Consentis, et non moches comme ça, parce que techniquement, c'est dégradant. Voilà, c'est des films qui sont dégradants. Après, il y aux enfants. a une nouvelle branche de pornographie, Voilà. parce que j'avais vu un reportage là-dessus, justement, où du coup, c'est surtout des femmes d'ailleurs qui ont développé ce type de pornographie, en fait, où justement, il y a tous les profils, c'est ce qu'elles expliquent, il y a tous les profils, et on est plutôt en quelque chose, plutôt respectueux, en fait. Les sexualités qui sont abordées, tous les types de corps qui Mais sont voilà, c'est ça. représentés, effectivement. Ouais. Donc il y a du bon, du mauvais, mais c'est comment on accompagne pour prévenir si toutefois... La seule difficulté à ces films porno-là, c'est qu'ils sont payants. Et que du coup, ça vient faire un écrémage de fait par le fait que ce soit payant et pas en accès gratuit, et libre et instantané comme sur de nombreux sites. Ben oui, voilà. Je m'interrogeais, je reviens en Argentine, sur qu'est-ce que tu en penses toi en tant que professionnel de cette question de la place de la pornographie dans l'éducation sexuelle? Je pense qu'il faut pas se mentir quand les enfants, quand les ados, les enfants se posent des questions et qu'ils vont chercher sur Internet sur des pratiques ou des mots qu'ils entendent dans la cour ou autre, ils vont tomber sur des sites pornographiques et ils vont aller regarder, parfois seuls, parfois à plusieurs. Et moi, je rejoins ce que vous avez dit. Je pense que c'est important, comme toute sexualité pornographique ou autre qui est représentée dans les films, ce n'est pas la réalité. Ça ne se passe pas comme ça. Tout n'est pas aussi fluide. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt que si on surprend son enfant ou autre, plutôt que de le gronder ou de dire non, il ne faut pas regarder ce genre de choses, je pense plutôt qu'il faut ouvrir la discussion, comprendre pourquoi il en est venu à regarder ça. Si c'était à plusieurs, si c'était un défi entre copains, si c'était parce qu'il avait réellement des questions. Et je pense que c'est important de resituer le film, resituer que c'est pas la réalité, parler de consentement, des choses comme ça, et du coup ouvrir toute une possibilité de dialogue sur la question. Mais je pense qu'il faut pas nier que la pornographie a une place tant que des lacunes sur l'éducation sexuelle ne seront pas comblées autant par la société. Je vais rester en Argentine. Et tu peux nous dire quel est pour toi le plus gros cliché autour du sexe que tu as pu avoir en tête quand tu étais jeune, notamment, ou moins jeune? Oui, du coup, je me souviens qu'avec mes copines, on se posait beaucoup de questions sur la sexualité entre personnes homosexuelles, surtout garçons, et que du coup, bêtement, plutôt que de demander à nos parents, on avait regardé sur Internet et on était tombé sur un site pornographique et que du coup, on avait regardé des vidéos et qu'au final, en grandissant et en fréquentant des personnes homosexuelles, j'ai compris que c'était pas du tout la réalité. Et du coup, voilà. Est-ce que tu as des exemples précis en tête de ce que tu as vu comme image à l'époque? C'était vraiment de la pénétration anale, mais dans ce qu'il y a de plus brut et dans pas du tout ce qui est le reflet d'une réalité classique, en fait.
vraiment de la pornographie hardcore. Voilà. La vie sexuelle de tous les homosexuels, c'est bien ça. Hein. C'est ça, oui. Puis il y avait bien sûr aussi, avec des séries comme Sex and the City ou autres qu'on regardait au lycée, qui véhiculaient aussi ces mythes de l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien, etc. Donc on pensait que c'était ça aussi, très bêtement, mais parce qu'on n'était pas éduqués à ce genre de questions problématiques. Oui, et puis là, il y a une autre problématique en plus des médias, ou en tout cas oui, c'est ça, des médias et de la pop culture qui vient transmettre des informations erronées sur ce que c'est d'être hétérosexuel. C'est ça, un mélange de tout qui fait que les informations, même quand on pense qu'elles sont de sources fiables parce qu'on la voit dans une série qui est spécialisée dans la sexualité, ne le sont pas. C'est vrai que c'est difficile quand on est jeune de se retrouver face à tout ça. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez un cliché qui vous vient en tête autour du sexe que vous avez pu avoir pendant quelques années avant de découvrir que c'était une information erronée? Pas spécialement. Non, non plus. C'est un cliché par contre que je peux entendre, c'est toujours le sexe, un homme, une femme, quoi. Enfin, on oublie encore qu'il y a des homosexuels, enfin voilà. Et ça m'agace. Enfin bon, c'est un cliché qui reste quand même. On le voit encore dans des manifs que la sexualité se limite à voilà. Un papa et une maman, quoi. Voilà. Oui. Ça c'est voilà. Okay. Ça m'énerve beaucoup. Toi, en revanche, tu disais que tu avais quelque chose en tête. Qui est notamment lié à la pornographie et aux relations sociales qu'on avait, notamment au collège et aussi au lycée. Le rapport de soi par rapport... donc là, du coup, dans la relation hétérosexuelle des garçons par rapport aux filles, c'était du coup un cliché autour de l'orgasme féminin, qui, dans les films pornographiques, c'est toujours... Enfin, c'est l'extase, ça arrive tout le temps, et ça mène à penser justement que lorsqu'on a une relation sexuelle dans la vraie vie, et qu'on n'arrive pas justement... qu'on n'arrive pas, comme s'il y avait un but, où justement je suis encore conditionné par ça. Qu'on a fait quelque chose de pas bien, ou que la personne parfois peut-être est responsable, alors que du coup c'est quelque chose qui est vraiment sacralisé, et qui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment dans son apprentissage sexuel et son toujours rapport à l'autre, qui sont intéressants d'expliquer. Il y a une pédagogie justement autour, et qu'on n'a pas forcément, notamment pour revenir sur l'éducation sexuelle, en discutant avec ma mère, c'est absolument pas un point qu'on a abordé. Et c'est voilà. Donc le cliché que j'avais par rapport à tout ça. Comment tu te positionnerais toi en tant qu'homme sur comment dire, dans ta position d'homme vis-à-vis de la pornographie, etc. C'est quelque chose où tu as l'impression que tu as vu une différence en grandissant avec les jeunes filles qui étaient autour de toi, ou pas spécialement? Alors j'ai toujours eu, notamment grâce à l'éducation sexuelle que j'ai reçue de ma mère, ce rapport à l'autre qui était toujours assez distant, où j'ai jamais appliqué de principe, ou du moins pas consciemment, que j'avais pu voir dans ma consommation de films pornographiques. Donc de mon point de vue comportemental, je pense pas, j'ai évolué forcément dans mon rapport à l'autre, mais je pense que c'est indépendant de ma consommation de films pornographiques. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup de jeunes qui sont en quête de réponse vont appliquer ce qu'ils peuvent voir dans les films pornographiques dans leurs relations que eux ont dans la vraie vie, et qui sont du coup problématiques. Et tu dirais que tu es déconstruit ou pas en cours de déconstruction? Pas complètement. En cours de déconstruction, je sais que j'ai encore en moi des clichés que je peux même véhiculer ou m'en faire des blagues. Donc je pense que oui, en cours de déconstruction, mais pas complètement déconstruit. Ok, merci. Donc pas particulièrement de cliché, à part le fait éventuellement d'avoir cette redondance de il faut un homme et une femme pour avoir des relations sexuelles, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Selon vous, en 2022, quels sont les meilleurs supports pour l'éducation sexuelle pour permettre aux parents d'aborder les sujets de manière moins frontale? Alors moi je vais répondre parce que du coup j'ai offert à Noël un bouquin à un de mes petits-enfants. Ouais. Le Zizi... le guide du zizi sexuel. Voilà. C'est mon petit garçon qui a 8 ans. Qui se pose déjà en fait beaucoup de questions par rapport à son corps. Il aime bien avec savoir Titeuf, tout. c'est ça? Oui, voilà. Ouais, donc je lui ai offert le livre. Okay, chouette, ça. Et puis je sais que ma fille aînée l'a offert aussi à sa fille. Okay. Elle l'a acheté à Paloma.
Et on l'a lu ensemble, on a rigolé ensemble sur ce livre. C'est bien parce que ça permet d'échanger. Et il est assez complet en fait. Je pensais pas à ce que ça aborde vraiment beaucoup de sujets dans ce livre. Ok. Déjà le rapport à son corps qui grandit, et du coup les hormones, Les consciences de son corps. tout ça. Et après on part sur vraiment la sexualité, qu'est-ce que faire l'amour, embrasser quelqu'un, comment on embrasse, le consentement, l'homosexualité, donc avec des mots effectivement d'enfant, c'est adapté. Mais ceci dit, quelqu'un qui au collège peut aussi le lire. Oui. J'ai même conseillé à mon neveu de relire le livre, parce que effectivement il a un âge où ça lui parle, voilà, son corps. Oui, mais il a temps de changer. Il est en train de changer et forcément la sexualité c'est quelque chose qui lui parle un peu plus, voilà. Et je lui ai dit, tu fais très bien de relire le guide du zizi sexuel. Alors ça l'a fait rire, mais en même temps il fait pourquoi pas. Et sachant que voilà, c'est peut-être pas un sujet qui est facile à aborder chez lui, donc au contraire. Moi j'ai trouvé ça ce support super. C'est-à-dire que quand on a un support, en plus c'est un peu, moi je me dis tough, mais c'est un peu humoristique. Voilà. Donc c'est pour dire aussi que c'est pas moche, Ça peut être fun, quoi. ludique, voilà, c'est pas. Ça peut être beau, Ce qui fun, fait qu'en ayant un petit support et que l'enfant, pourquoi et c'est vrai qu'il est très bien fait. Oui, parce que même moi en tant que parent, même si j'en parle facilement avec ma mère, là du coup je suis moi en tant que, dans le rôle en tant que maman. Et c'était quand même plus facile pour moi finalement d'avoir ce support-là pour expliquer certaines choses, comme le matin, il se lève, qu'est-ce que c'est que ça, effectivement son zizi il est debout quoi. Et là on met d'autres mots dessus que en plus moi des fois j'ai pas forcément un langage très approprié. Et là c'est chouette quoi, donc parce que voilà on en rigole et puis du coup c'est de lui-même, tiens De toute façon je pense je que le piquais. Donc toi c'est je pense que ça devient un sujet rigolo en fait. Je pense que d'avoir ce guide, il y a peut-être d'autres Oui, il doit y avoir moyens, d'autres supports, certainement c'est sûr. même d'autres supports, d'autres. Mais c'est vrai que l'enfant, il se sent en confiance avec les parents parce que il y a un échange. La problématique dans une famille, c'est que bien souvent, il n'y a pas d'échange. Voilà. Et la difficulté, elle est là. Ce qui fait que du coup, on s'ouvre aux réseaux sociaux, à tout ce que... Voilà. À partir du moment où on n'a pas de réponse chez soi, ou une résonance dans ce que l'on dit, parce que des fois, on ne le dit pas ouvertement. On s'est amené... d'une autre manière. Voilà, d'une autre manière. Mais peu. si le parent... parce qu'il y a des parents, ça les gêne d'en parler. Parce qu'eux-mêmes, déjà, ont du mal à en parler. Ils sont peut-être mal à l'aise avec le sujet eux-mêmes en tant qu'adultes. Voilà. Donc c'est difficile d'en parler avec les enfants. C'est pour ça que c'est vrai que je pense qu'il faut trouver son support. Parce que, moi j'en dis des petits teufs, mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais il faut essayer. Il faut prendre d'autres supports. Celui-là va peut-être marcher, celui-là peut-être pas. Donc il faut trouver. Je suis sûre que même sur Internet, il y a certainement des choses dans ce style qui peuvent emmener